Bonjour à toutes et à tous et bienvenue parmi nous dans le dernier numéro du Shot des Cultures sur IRM.radio. On est ravis d'être parmi vous sur les ondes de IRM.radio. Mon équipe et moi, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne en réalisation. Achille, bonjour Achille. Bonjour, bonjour. Kamel Eit Kairam, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Madame Wassila Anani. Bonjour Anna. Bonjour, bonjour. Amina Sfiat, Amina Beauty Glam est avec nous. Bonjour Amina. Bonjour tout le monde. Tu es sublime. Merci. On est en direct sur IRM.radio, sur Twitch.tv. Si vous voulez regarder le live, regarder l'émission en direct, vous n'avez qu'à vous connecter sur Twitch.tv et activer la vidéo que vous allez trouver sur IRM.radio. Si vous voulez interagir avec nous, poser des questions, nous appeler, vous pouvez nous contacter via message au 07 71 59 62 68. Je répète, 07 71 59 62 68. Et pour celles et ceux qui se trouvent à l'étranger, qui nous écoutent et qui nous regardent depuis l'étranger, vous pouvez nous envoyer un message gratuitement. On vous rappellera avec plaisir au 00 via WhatsApp. Via WhatsApp au 0033 7 71 59 62 68. Je répète, 0033 7 71 59 62 68. Restez avec nous aujourd'hui, une émission sympathique, j'ai envie de dire, sous le signe de la beauté, pourquoi pas. Avec, on a un beau plateau en même temps. Absolument, on a de très très belles femmes. Alors notre invitée aujourd'hui, Madame Nadège, qui représente sa marque Folie Folie. Et qui nous vient, alors madame est d'origine algérienne, elle vient d'Oran. Et je vous laisse vous présenter. Déjà, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation, madame Nadège. Très très classe et très gracieuse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, tout à fait. Donc récemment, je me suis mise dans la couture après avoir travaillé dans un autre domaine pendant assez longtemps. Donc je le fais vraiment par plaisir. C'est un hobby pour moi. Donc j'ai lancé ma marque, disons. Bravo, bravo. C'est un très bel exemple de femme entreprenante, passionnée. Hein. Oui. Voilà, comme quoi, tout à fait. À tout âge, à n'importe quel moment de la vie, on peut, on peut vivre sa passion pleinement. On va commencer tout de suite par la chronique tant attendue de Madame Wassila Anani, qui a eu beaucoup de succès dans le Shot des Cultures. Madame Anani, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui? Aujourd'hui, je crois qu'on va parler de l'auto-hypnose. Oui. Voilà, est-ce que tu vas nous hypnotiser tous comme ça, collective qui va durer 1 à 2 minutes. Mais en fait, avec tout ce qui se passe en ce moment avec la psychose de ce virus, je vous donne un outil un peu pour pour nous débarrasser du stress, pour réduire le taux du stress, oui, et puis pour se calmer, pour se relaxer. Et puis l'auto-hypnose, c'est quoi? Parce que voilà, la dernière fois, on a parlé de l'hypnose, mais en cabinet. Alors l'auto-hypnose, c'est un outil, c'est des méthodes auxquelles on a recours pour se mettre en état d'hypnose sans aide extérieure. Ça, je ne savais pas qu'on pouvait s'auto-hypnotiser tout seul. Alors ça demande de l'entraînement, ça demande de beaucoup de travail et il faut être régulier pour atteindre cet état de transe qui se rapproche d'une façon significative d'un état de transe induit en cabinet. Je vais vous donner un peu la façon de faire. Il y a plusieurs méthodes, mais en fait la méthode la plus utilisée pour les débutants, c'est quoi? C'est en fait, je suis angoissée, voilà, parce que c'est avec les exemples qu'on comprend mieux. Oui. Je suis angoissée, je suis pas bien, je regarde les infos, tout est alarmant. Qu'est-ce que je fais? Je m'isole dans une pièce, dans le calme. Je prends une position confortable, bien sûr. Et puis, je commence à respirer. Et puis, la méthode la plus utilisée, c'est le focus. Sur un objet comme ça, ou un plafond. Mais il faut toujours avoir le focus au-dessus de sa ligne de regard. Au-dessous, ça ne marche pas.
pour pouvoir induire un état de fatigue oculaire. Vous voyez, quand vous regardez en haut de votre ligne de regard. Donc vous fixez ce point-là, ça peut être au plafond, ça peut être en face de vous. Et puis vous allez remarquer qu'en se fixant sur cet objet, sur ce point-là, la respiration commence un peu à être beaucoup plus profonde et on prend conscience de notre respiration. Et puis par la suite, quand on est concentré sur ce point et on est concentré en même temps sur la respiration, il y a différentes méthodes, peut-être le comptage à rebours, on compte par exemple de 25 à 1. Et quand le cerveau est en train de décompter comme ça, il n'a pas le temps d'aller vers d'autres, puiser dans occupations. Voilà. C'est-à-dire le stress. C'est comme ça qu'on va mettre de côté le conscient. On va commencer à décompter jusqu'à 1, on se dit jusqu'à 1, c'est là où le vrai travail va commencer, c'est l'autosuggestion. Parce que l'auto-hypnose, ce n'est rien d'autre que l'autosuggestion. Comme la méthode Coué, mais Coué, c'est quoi? C'est à l'état conscient. Je suis belle, je suis ceci. Mais ça, c'est dans un état modifié de conscience. C'est encore plus bénéfique. Et on choisit, par exemple, l'autosuggestion par rapport au problème qu'on a. C'est-à-dire, si je me fais auto-hypnotiser par rapport au sommeil, tiens, il y a beaucoup de gens qui ont un problème d'insomnie. Ça serait bien de faire ça avant de dormir. On fait le décompte et après, l'autosuggestion, il faut induire au fait l'état du pré-sommeil. Mais après, comment on fait pour sortir de cet état? On reste pas bloqué? Non, on reste jamais bloqué, mais on se dit, avant la séance, on se dit, je vais me faire une petite séance d'auto-hypnose qui va durer 10 minutes. Et l'inconscient, il va engrammer ça, au bout de 10 minutes, vous allez ouvrir. Mais c'est pas réservé aux professionnels, j'ai l'impression que si on se... Les professionnels, c'est une induction beaucoup plus profonde, la transe, elle est beaucoup plus profonde. Par contre, dans l'auto-hypnose, la transe, elle est légère. En fait, on est conscient de tout ce qui nous entoure. Il y a quelqu'un qui sonne à la porte, vous êtes consciente, vous allez ouvrir. On n'est pas dans un état de sommeil profond, pas du tout. Mais cet état même de transe légère, nous, quand même... avec cet état-là, on a accès à l'inconscient. Tu vois, c'est-à-dire que le conscient est mis à l'écart, les idées, voilà ce que je veux faire demain, ce que j'ai fait hier et tout ça. Avec le décomptage, avec la vision périphérique, je crois les sportifs aussi la pratiquent, la vision périphérique, c'est-à-dire on est focus sur un objet, mais en ayant la tête bien droite et focus sur l'objectif. Alors on fait une vision périphérique sans que je bouge la tête à gauche, à droite. Au fait, je balaye comme ça ma vision sur tout le champ visuel et là, ça induit automatiquement une diminution du flux des pensées. Tu vois ? Et ça marche sur tout le monde ? Ça marche sur tout le monde. Parce que moi, je vais l'essayer ce soir. Comme j'ai des problèmes de sommeil, je dors maximum 1 heure par nuit. Ah ben voilà. Je vais l'essayer. Tu vas quand même laisser un peu de lumière pour que tu fasses un petit focus et balaye un peu, mais sans bouger la tête et les yeux, comme ça. En fait, c'est balayer tout ce qui est à droite, tout ce qui est à gauche, tout ce qui est en bas, tout ce qui est en haut. Et avec ce balayage-là du champ visuel, on a la respiration qui devient beaucoup plus profonde et qui va induire le sommeil. Et en même temps, le flux des pensées diminue, mais vraiment considérablement. Merci beaucoup. Merci Madame Anani. Merci pour les conseils. Madame Nadège, est-ce que vous croyez en l'hypnose et... À vrai dire, j'ai jamais essayé, donc, mais je veux bien. Oui, vous pouvez essayer sa méthode. Surtout, comme vous me dites, pour les problèmes de sommeil, en fait, je ne dors pas beaucoup. Et surtout les réveils nocturnes. Oui, généralement, tout à fait. On se réveille, on a du mal à s'en rendormir. Tout à fait. Et là, vous faites une petite séance qui va durer 3-4 minutes, vous allez voir. Je veux bien essayer, et puis, si ça, c'est encourageant. Merci beaucoup. Merci Madame Anani. On va passer tout de suite avec Amina et sa chronique de la semaine. Alors merci Anna. Ma chronique en fait c'est les violences conjugales. J'ai envie de parler des femmes battues en France ou ailleurs dans le monde. D'abord la violence conjugale, il faut savoir que c'est pas que la femme, il y a l'homme aussi qui subit. Mais aujourd'hui j'ai envie de parler que de la femme parce qu'elle est beaucoup plus victime que l'homme.
Pour commencer, en fait, c'est soit le mari, soit c'est le petit ami, soit c'est le concubin, soit c'est le fiancé qui maltraite sa femme ou sa concubine, ouais. Voilà. Et les violences conjugales, en fait, dès qu'on parle, c'est tout de suite violence physique. C'est-à-dire les coups et les blessures. Alors oui, moi je suis d'accord pour ça, sauf qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que la violence physique, il y a aussi la violence psychologique, comme les insultes, injures, harcèlement, humiliation, c'est-à-dire la rabaisser du matin au soir, la faire savoir qu'elle ne vaut rien et qu'elle est rien. Et ça peut être plus méchant. Encore. Absolument. Oui, tout à fait. C'est très méchant. Parce que les mots restent. Exactement, c'est très méchant. Ouais, et puis la femme, suite à tout ça, en fait, il faut savoir que les violences conjugales causent beaucoup de dommages, énormément, notamment l'isolement social. C'est-à-dire que la femme, en fait, elle se retire de ses amis, de sa famille, de ses collègues. Elle perd confiance en elle. Elle perd confiance en elle. Ça dévalorise sûrement aussi. Il y en a qui arrêtent même de travailler complètement parce qu'elles n'ont plus confiance en elles. Et si elle a des enfants, j'imagine que ça doit avoir un impact sur l'enfant. Exactement, parce qu'il n'y a pas que la femme qui subit, il n'y a pas que la femme qui souffre, il y a aussi les enfants. Ils souffrent 2 fois plus que la maman. Et ça se voit, c'est des enfants qui sont soit un peu sauvages, c'est-à-dire que voilà, ils ne sont pas sociables, soit c'est des enfants qui sont un petit peu déséquilibrés. Et dans ce cas, il faudrait qu'ils consultent, il faudrait qu'ils voient un psychologue, Donc il y a beaucoup d'impact causés par la violence conjugale. Dans d'autres cas, très souvent, c'est le mari qui fait arrêter sa femme de travailler. Parce qu'il pense que c'est sa chose, que c'est sa propriété. Qu'elle lui appartient. Qu'elle lui appartient, exactement. Et du coup, il la coupe du monde. Voilà. En gros, il la coupe du monde. Il l'isole, ouais. Complètement. En France, il y a eu 121 féminicides en 2018. Féminicide, c'est quand le mari, il tue sa femme. Oui. En 2019, malheureusement, il y a eu beaucoup plus. On a eu 149 meurtres. Féminicide. Malgré les efforts du gouvernement, parce qu'ils ont tout fait pour le faire diminuer. Parce que toutes les femmes, Anna, ce qu'il faut savoir, toutes les femmes n'ont pas ce courage d'aller dénoncer les violences conjugales, d'aller dénoncer leur mari pour le faire punir. Ouais, toutes les femmes n'ont pas ce courage. Et beaucoup disent aussi que la justice française est un tout petit peu laxiste par rapport à défaut d'être laxiste, je pense que c'est les délais de traitement qui sont assez longs. C'est-à-dire que entre le moment où vous effectuez un dépôt de plainte, où vous déposez une main courante, et le moment où il y a le jugement, c'est très long. Voilà, il peut y avoir eu des années qui s'écoulent entre les deux. Donc entre 121 personnes, 121 femmes qui meurent, ou 149, autrement dit, c'est une femme tous les 2 ou 3 jours qui meurt en moyenne. Wow. Donc voilà, suite aux violences conjugales, c'est énorme. Les statistiques aussi, ils disent qu'il y a 50 000 femmes qui ont pu déclarer, qui ont pu dénoncer, qui déclarent avoir été maltraitées ou qui le sont encore par leur conjoint. Exactement. Tout simplement parce que celles qui n'arrivent pas à dénoncer, c'est peut-être parce qu'elles ont peur ou parce qu'elles sont amoureuses. Encore amoureuse, convaincue que, c'est-à-dire à force, c'est comme un lavage de cerveau, à force de lui avoir répété qu'elle n'est rien, qu'elle ne vaut rien, C'est le syndrome de Stockholm. Voilà, exactement. Et donc du coup, elle sait que si elle se détache de lui, sa vie n'aura plus aucun sens. Parce qu'il y a des enfants et qu'il n'y a pas beaucoup. C'est soit parce qu'il y a des enfants aussi, ou parce qu'elle est dépendante financièrement. Il y a quelques cas comme ça qui n'arrivent pas à quitter le domicile conjugal. Pour ne pas faire de tort aux enfants ou parce qu'elle n'a pas d'autre solution et qu'il subit aux besoins de la famille. Oui, mais il faut savoir que si on ne dénonce pas, c'est-à-dire que ces personnes-là, en fait, il faut qu'elles aient peur pour leur vie.
Ouais. Voilà, parce Absolument. qu'un jour ou l'autre, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut se dire que si on ne dénonce pas, si on ne parle pas de ce qui se passe, même si voilà, on ne va pas voir la police, il faut en parler à son entourage. Il faut parler à un spécialiste, un thérapeute, un psychologue, peu importe. Il faut en parler parce que jusqu'au jour où elle est plus là. Ouais, elle est pas là. Irrémédiable. Elle est plus là. Oui. Voilà. Et donc ici il y a un numéro spécial, c'est le 3919. C'est le 3919. C'est un numéro qui est mis en place pour toute femme battue. Et il y a beaucoup d'associations aussi qui sont là pour aider les femmes financièrement, psychologiquement, les aider à refaire leur vie. Enfin, ces associations sont vraiment faites déjà par des femmes qui ont subi la même chose, qui ont vécu ça et qui veulent faire changer les choses. Et pour finir ma chronique, il y a juste une petite phrase d'une personne qui a été maltraitée pendant 10 ans par son mari. Et elle a dit au nom de lui, j'allais mourir et au nom de moi, je vais vivre. Magnifique. Bien dit. Voilà. Bravo. Comme les applaudissements. Ça mérite. Merci. Franchement, pour la première chronique de Amina, on est agréablement surprise. Merci, mais il faut savoir que j'ai choisi ce sujet parce que ce sont mes abonnés en fait. C'est ma communauté qui me l'a proposé et je ne savais pas. Parce que tant que c'est pas nous qui le vivons, je savais pas qu'il y avait autant de personnes qui me suivaient, qui étaient maltraitées, qui étaient battues, qui vivaient mal, qui étaient malheureuses. Parce que parfois, je te jure, Anna, c'est pas que le mari qui maltraite, c'est la belle-maman, c'est la belle-sœur. C'est le beau-père. Donc voilà, je me suis dit, au lieu de parler de ça comme ça, j'aimerais que tout le monde le sache. Et puis voilà, dénoncer. Bravo. Madame Marlène Schiappa sera très contente quand elle entendra ta chronique. Ouais, Marlène Schiappa, elle sert à rien, excusez-moi, elle sert à rien du tout. Elle fait quand même des efforts. Dire, je terminerai sur ça si c'est possible, c'est qu'à un moment donné, les mamans, dites-vous aussi, mesdames, même si c'est dur de le dénoncer, vous mettez vous-même en danger, mais surtout vous mettez en danger vos enfants, parce que souvent les féminicides sont suivis de l'assassinat des enfants. Ouais. C'est souvent ce qui se passe. Donc voilà, n'hésitez pas. Celui qui lève la main sur une femme, c'est une crapule, c'est une pourriture. Absolument, c'est un acte de lâcheté. Donc s'il le fait une fois, il le refera tout le temps. Donc voilà, soyez sans pitié. Et même si vous voulez pas le faire pour vous, entre guillemets, faites-le pour vos enfants, parce que vos enfants sont en danger. Absolument, vraiment, tu as bien dit. En plus, mesdames, faites des études, ayez une vie active, travaillez, soyez indépendantes financièrement. Et si vous rencontrez quelqu'un qui vous manque de respect, c'est un signe, quittez-le, ne l'épousez pas, n'ayez pas d'enfants. S'il vous frappe, vous n'avez pas encore d'enfants, ne faites pas d'enfants. Parlez autour de vous, parlez à votre entourage, à vos amis, à vos frères, sœurs. J'ai envie de dire quelque chose, ou peut-être de terminer cette chronique. Quand Amina, tu parlais tout à l'heure, tu disais, ces femmes-là, elles pensent, elles sont encore amoureuses. Oui. Moi, j'ai envie de leur dire, écoutez, mais l'amour, ça n'a jamais régné avec la violence. Exactement. Voilà. Détrompez-vous, l'amour, c'est pas la violence. On peut aimer avec des câlins, on peut aimer avec des... C'est ça le vrai amour. Le vrai amour, mais pas avec des gifles, avec des coups de poing. Ça, c'est pas de l'amour. Voilà, ça, c'est de l'attachement. Et c'est un lien toxique. Voilà. Oui, c'est une relation toxique. Hein. Toxique, voilà, c'est pas de l'amour. Parce que l'amour, c'est autre chose. Ouais. Mais des fois, ces femmes considèrent le fait de rester comme une force ou un acte de bravoure aussi, parce qu'elles font des sacrifices. Oui. Mais pas trop, il faut avoir peur pour sa vie. Il faut avoir peur pour sa vie. Mais après, moi, je dirais que les plus responsables, c'est les autorités. Parce que ce qui est assez paradoxal, c'est quand une femme est battue et qu'elle le dénonce, c'est elle qui doit quitter le domicile conjugal et c'est pas le mari, alors que c'est le mari qui devrait quitter le domicile conjugal. Et souvent, les autorités demandent à la femme de quitter ce domicile conjugal et souvent les associations sont submergées par rapport à ça. Donc là déjà, les autorités sont lâches. Après, quand ils viennent nous entre guillemets, excusez-moi l'expression, nous gonfler avec la journée de la femme, etc. Non, la journée de la femme, c'est tous les jours, c'est 365 jours. Il y a des femmes qui meurent tous les jours. C'est incroyable. Et là, vous nous gonflez en vous
en disant il y a une journée comme si c'était une journée, la journée de la radio, la journée de la rose. Non, c'est tous les jours. Tous les jours, il y a des femmes qui sont battues, qui sont humiliées, et elles sont obligées de quitter le domicile conjugal avec leurs enfants. Ils vivent dans des hôtels. À un moment donné, on comprend plus rien. J'ai dû intervenir une fois dans l'émission L'actu c'est vous avec Monsieur Adil Farkan sur Beurre FM. Il m'a posé la question concernant le processus qu'avait mis en place la ministre Marlène Schiappa concernant les féminicides, etc. Et j'ai donné l'exemple de la Tunisie, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que c'est le Grand Maghreb, c'est considéré par les Européens comme les pays encore en développement, mais ils ont un exemple réussi, encore plus réussi que l'exemple français. Le modèle tunisien, il y a beaucoup moins, voilà le code de la famille, il y a beaucoup moins de féminicides. En Tunisie, c'est quand même le pays où les lois sont en faveur de la femme. C'est le pays qui respecte le plus la femme, le plus au monde, il me semble. Il n'y a pas un autre pays où la femme est mise en valeur et respectée, elle a tous ses droits, etc. Donc, c'est un exemple, c'est un modèle qui est réussi, pourquoi pas l'étudier et prendre ce qui est bon à prendre de ce modèle pour limiter les dégâts. Et je terminerai sur l'essai, mais on voit le travail de Madame Schiappa, on va faire parler les chiffres, depuis qu'elle est là, Madame Schiappa, c'est pas de sa faute, bien sûr. C'est pas de sa faute. Non, mais déjà, on mesure, il y a l'obligation de moyens et il y a l'obligation de résultats. Il y a un moment donné, quand vous êtes ministre, il y a une obligation de résultats quand même, on vous donne les moyens de faire. Comme tu l'as dit, Amina, 2018, 121, 2019, 149. Donc je veux dire qu'il y a un moment donné, les moyens, ils y sont pas. Il n'y a pas de mesure d'éloignement. On avait demandé à ce que ceux qui frappent leur femme soient sous bracelet électronique. Comme ça, dès qu'ils s'approchent du domicile de la femme, ils soient signalés. Comme les criminels. Ils ont des bracelets électroniques. Eux, c'est des criminels. Donc, et pourquoi ils font rien? Pourquoi ils font rien? Je veux dire, à un moment donné, on a l'impression que voilà. Parce que, comme je vous ai dit, beaucoup accusent la justice française de laxisme dans ce domaine. Il y a beaucoup d'articles qui ont abordé ce sujet parce que ils n'ont pas peur. Dès que la femme va déposer plainte, quand elle prend son courage à deux mains, elle va déposer plainte. Ils le prennent, ils le font dormir dans une cellule de nuit. Voilà, et ensuite il repart pour lui faire encore plus peur. Ou à la limite, même s'il est condamné, c'est à peine quelques mois. Et généralement c'est très rare qu'il soit condamné. Il est condamné après, c'est-à-dire une fois qu'il a tué sa femme et ses enfants, là il est condamné. Ça sera trop tard. C'est le syndrome du rond-point. En tout cas, merci beaucoup Amina d'avoir abordé ce sujet, surtout après la journée de la femme. Vraiment, c'est un sujet très très intéressant. Il fait de la peine en même temps. J'en ai pleuré. Ouais. On va passer aux choses qui font plaisir un petit peu, les tenues traditionnelles et tout. T'aimes bien les tenues traditionnelles? Oui, j'adore. J'adore. Madame Anani, j'imagine. Alors, Madame Nadège est couturière de tenues traditionnelles algériennes, je précise. Madame Nadège a créé une marque. Vous avez créé une marque qui s'appelle Folie Folie. Pourquoi Folie justement? Folie, en fait. C'est un nom qui m'est venu à la tête comme ça, et puis je me suis dit à presque 70 ans, c'est peut-être une folie. Ça fait plaisir. Tout simplement. Donc c'est quelque chose que j'ai créé pour me faire plaisir déjà, parce que ma foi, disons, je n'ai pas d'obligation de résultat, de réussite à tout prix. Moi, ma vie. C'est vraiment votre passion. C'est ma passion, tout à fait. C'est une passion en fait qui me vient de l'enfance. Elle n'est pas récente. Disons, j'ai toujours cousu depuis l'âge de 7-8 ans. Wow. Depuis que l'école, là où ils nous apprenaient à faire la broderie, elle nous a replongé en enfance, madame. Alors, je vais vous dire tout simplement que moi, je n'ai été à aucune école. Ma mère était couturière. Ma tante, je pense que c'est dans la famille. Voilà. Mais en fait, ma mère ne m'a jamais permis ni même d'approcher sa machine à coudre, ni ce qu'elle faisait. Les machines à coudre à l'époque, elles étaient très précieuses pour les mamans. Je vais vous dire pourquoi, parce que en fait, souvent, elle retrouvait un col ou une manche découpée. Donc, elle me dit, éloigne-toi.
assieds-toi plus loin et regarde. Donc, c'est comme ça. C'est pas plus mal de s'asseoir et d'observer. Hein. Voilà, par observation. Est-ce que vous vous spécialisez en une tenue, c'est-à-dire une région spéciale d'Algérie ou vous Non, pas du tout. Alors là, moi, ce que j'ai créé, c'était de toutes les régions d'Algérie. Et je ne les ai pas toutes visitées encore, il m'en manque. Ça peut aller du Constantinois à la région Kabyle, disons l'Algérois, le Chaoui, les Ouled Naïl. J'ai fait des tenues comme ça. Oui, tout à fait. C'est du désert aussi? Oui, du désert aussi. Il me manque les tenues Targhi là, mais je vais y venir. C'est très grand, l'Algérie, c'est très vaste. Hein. C'est pour ça qu'elle prend son temps. C'est le plus grand pays d'Afrique. Voilà, c'est très vaste et très varié. Donc, ce sont surtout des tenues. Je m'inspire du traditionnel, mais ce n'est pas totalement le traditionnel. C'est revisité, modernisé, allégé. Vous voyez, le caraco algérois, il est très beau quand il est très brodé, mais même s'il n'est pas trop brodé, il est beau aussi. Mais on a tendance à croire que, par exemple, une couturière qui vient de l'Ouest, comme vous, doit faire ou se spécialise uniquement dans, par exemple, le blousa, et elle ne peut pas aller vers la constantinoise ou la nabia. La constantinoise, la nabia, ce sont des tenues traditionnelles de l'Est algérien. Non, pas du tout, pas du tout. Pour moi, l'Algérie est vaste et les possibilités de créer sont énorme, donc je vois pas pourquoi je dois me spécialiser dans la blousa, quoique j'ai créé des blousas. Hein. Voilà. Mais il reste beaucoup à faire. Il me semble qu'il me reste beaucoup à faire. Ça fait plaisir. C'est très encourageant. Madame Nadège, vous avez parlé de modernisation, etc. Lorsque vous voyez les jeunes designers d'aujourd'hui prendre les tenues traditionnelles et les moderniser au point où, par exemple, un caftan, on peut le mettre dans la rue sur un pantalon de jean. Tout à fait. Et il les transforme complètement. Vous, en tant qu'une ancienne, c'est l'ancienne génération, est-ce que pour vous c'est quelque chose de bien, c'est un avantage qu'on puisse les moderniser à ce point, ou vous êtes un petit peu gêné par rapport au respect des traditions? Non, moi je suis disons ouverte à tout. Je vois pas pourquoi on doit respecter absolument les traditions, parce qu'on va rester dans quelque chose d'assez restreint. C'est les broderies lourdes, chargées, pleines, que moi je le vois dans les mariages autour de moi quand je vais à mariage à Oran. Les mariés, les invités, elles portent une tenue traditionnelle bien chargée qui coûte énormément cher, mais elle est pressée de l'enlever. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'elle est pas à l'aise. Elle est pas à l'aise, c'est lourd, c'est chaud. Elle s'assoit, elle est pas bien. Elle mange, elle est pas bien avec ça. Elle n'arrive pas à respirer. Moi, justement, ce que j'ai créé, c'est quelque chose de plus light. D'accord. Dans des tissus souples, légers, des soies. Donc elle peut danser. Moi, je vois quelqu'un bien, il est à l'aise pour aller à un mariage avec une tenue et rester jusqu'à en sortir. Je vois pas pourquoi elle doit amener une valise, comme c'est souvent le cas. Changer cette et vous vous inspirez de quoi pour faire vos créations? Est-ce que vous... Alors là, l'inspiration, je vais vous dire, il y a beaucoup de choses. D'abord, dites-nous tout. Parce que je suis artiste peintre, si vous voulez. Je fais des tableaux, la peinture, l'aquarelle, l'huile, les portraits, les ceci, donc il y a ça. Ensuite, je suis bricoleuse. Je ne sais pas comment vous dire. Je peux travailler le cuir, le cuivre, le bois, tout ça. On est jalouse. Je suis jalouse. Une grande manuelle, disons. Ah ben. Une grande manuelle. Donc, mon inspiration, elle peut aller vers un tableau, vers un paysage, parce que j'observe les couleurs, les paysages, n'importe quoi, ça peut être tout. Et est-ce que vous observez le travail des autres créateurs? Ah oui, tout à fait. Il y a des choses tout à fait remarquables et non, tout à fait, ça c'est sûr. Je pense que tous les créateurs s'observent. Ah. Je pense. Hein. Même s'ils le reconnaissent pas. Ouais, voilà, tout à fait. Madame Nadège, pourquoi d'après vous la tenue traditionnelle algérienne n'est pas connue mondialement? Eh bien, je vais vous dire tout simplement, c'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est très beau et surtout très cher. Oui. C'est pas à la portée de tout le monde.
Moi, je voudrais l'alléger en broderie, l'alléger en moins cher. Que ce soit déjà moins cher. Hein, elle est moins chère, mais il y a des caftans qui coûtent aussi très cher. Hein. Les caftans, maintenant, les beaux caftans, ils coûtent dans les 4 000, 5 000 euros. Il y en a qui coûtent 10 000 euros. C'est que les personnes qui peuvent se le payer. Et non, c'est beau. Moi, je vois quand je vais à des défilés, parce que j'ai été souvent invitée à Caftan du Maroc, etc. Je vais présenter le 6 juin 2020 au Georges V, à l'hôtel Four Seasons, ici à Paris. Ouais, c'est bien, super, la promo, tranquille et tout. Bah oui, cool. Caftan du Maroc, n'oubliez pas de prendre vos tickets, mesdames et messieurs. Oui, tout à fait. Donc, c'est très beau, c'est magnifique. Mais c'est beau à voir. Mais après porter, vous dites est-ce que je peux? Non, je peux pas. Non, mais moi, il y a quelque chose qui... Attention, la tradition, elle est belle, la tradition. C'est-à-dire que il faut savoir ce qu'on veut faire de la tradition. La tradition, c'est pour un mariage. Après, quand vous voulez porter quelque chose tous les jours, c'est pas la même chose. C'est logique. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut s'inspirer. Ce que vous faites, vous inspirez de la tradition pour que ça soit plus portable toute la semaine, etc. Voilà. Mais la base, c'est la tradition. Au départ, c'est pas fait pour aller dans la rue, etc. C'est fait pour des mariages. Non, donc c'est fait pour être porté une fois, 2 fois, 3 fois, pas plus. Donc voilà, donc faut pas. Moi, je pense qu'il faut pas entre guillemets l'opposer. Non, je le pense pas du tout. Il coûte très cher. Il coûte très cher, mais après, mais la dame, elle va le porter une ou deux fois. Du cachemire. Une femme de nos jours, elle va pas porter la même tenue plusieurs fois. Non, mais après, mais c'est comme. Déjà, regardez, même là avec les réseaux sociaux, on met la tenue une fois, on la remet plus. Je suis désolé. Parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on pouvait se permettre d'aller dans un mariage et un autre, on se dit ils se connaissent pas. Ah non, mais attention, c'est les mêmes invités. Si c'est les mêmes invités, on le fait pas. Mais maintenant avec les réseaux, tout le monde te voit. Anna, pourquoi on veut tout de suite, est-ce qu'en Europe ou dans le monde, une mariée, même si elle a acheté sa robe de mariée 100 000 €, elle va la reporter une deuxième fois? Non. Ah, ça dépend, peut-être qu'elle reporte pour son mari. Il y a un moment donné, et puis c'est la qualité des tissus, la qualité. Moi j'aurais pensé que tu aurais été contre en tant qu'homme, parce que généralement c'est les messieurs qui pleurent le plus à cause des prix, à cause de la cherté. Mais toi tu es pour, ça fait plaisir. Hein. Mesdames, il y a un monsieur qui est pour les prix. Non, c'est la qualité. Après, faut pas non plus. Mais il faut pas. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'en Europe, rendez-vous d'ici quelques années quand tu prépareras le mariage de ta fille, on parlera des prix des robes. Hein, quand tu pleureras. Oui. Rendez-vous d'ici quelques années. Je préfère pleurer pour ma fille que pleurer pour autre chose. Des pleurs de joie. Alors, Madame Nadej, en parlant de faire connaître les tenues traditionnelles algériennes à l'échelle mondiale. Je sais que vous allez participer bientôt à un événement qui est créé ou organisé par Madame Sabah Tali. Sabah Tali, elle a intervenu la dernière fois avec nous, mais elle était malade, elle n'a pas pu bien nous expliquer. Elle a créé la page, je la dis en arabe, je dis son nom en arabe, ensemble. Portant la tenue traditionnelle algérienne à l'échelle internationale. Et elle m'a invitée. Voilà. Elle vous a invité. Vous allez partir pour exposer vos vêtements à Londres. À Londres, tout à fait, oui. Quand c'est le 12 mars. Le 12 mars, dans pas longtemps. Voilà, dans pas longtemps. Donc voilà, je pars avec mes tenues traditionnelles, faire honneur à l'Algérie, à la couture algérienne. Je sais qu'il y a également une couturière du Constantinois qui va aussi exposer ses tenues. Oui, on va parler, on a Madame Sabah Tali. Oui. On va profiter pour lui poser 2 ou 3 petites questions. Bonjour Madame Sabah. Allô, Sabah Nour, merci d'être avec nous sur les ondes de IRM.radio dans le Shot des Cultures. On est avec Madame Nadej, avec toute l'équipe du Shot des Cultures. Et ça nous fait plaisir de vous avoir au bout du fil. Vous êtes à Londres? شكرا نعم شكرا للأخت هنا نعم أنا مقيمة في لندن نعمل في لندن. D'accord, donc vous habitez Londres. Madame Sabah, comment vous avez eu l'idée de créer ce groupe-là et de rassembler des couturières et des personnes qui représentent la tenue traditionnelle algérienne? كيف جاتك الفكرة ولأي هدف؟ Dans quel but? نعم شكرا اولا نريد ان اشكرك على الاستضافه هذه المميزه. العفو. الاخت هنا، وهذا دائما ما
دائما ما تعودنا عليك الأخت هنا ما شاء الله عليك. دائما تحفزي الآخرين وكل الجالية الجزائرية في كل البلدان. أنا نتعلم منكم. J'apprends de vous aussi. Vous avez une très belle initiative. Madame, à son âge, pourtant elle est jeune, elle fait beaucoup plus jeune et elle vit sa passion à fond. Nous, on est là, c'est un plus pour nous parce qu'on apprend de vos expériences, de votre niaque, etc. Donc je vous remercie. نعم. شكرا حبيبتي شكرا. وكذلك أريد أن أرحب بالمصممة الرائعة والسيدة الفاضلة الأخت نجية التحقت معنا وكل الطاقم الموجود معك هناك في هذه الحصة. شكرا. تفضلي مدام. شكرا جزيلا شكرا. رجوعا إلى الجواب السؤال اللي ذكرتيه هي ما هو كيفاش جتنا الفكرة لتأسيس هذه الصفحة اللي سميناها الحفاظ على اللباس التقليدي والأخذ به إلى العالمية. هي فقط هذه الصفحة احنا فتحناها المرة العام الماضي 2019 وكانت هي فكرة لبعض النساء الجزائريات فكرة مش فقط من شخص ولا شخصين. النساء كانوا كما احنا نقولوا عندهم هذيك كانوا يتساءلوا علاش اللباس هنا التقليدي في بريطانيا انقرض نوعا ما غير موجود. Ok, la tenue traditionnelle algérienne a disparu de Grande-Bretagne. Vous avez remarqué qu'il y avait un grand manque. Je traduis. Yeah. Go on please. نعم هذه هي الفكرة أنه النساء not فقط في بريطانيا في أوروبا كاملا حتى في إسبانيا حتى في بلجيكا في أمريكا في كل البلدان ولكن احنا النساء كنا كانت قاعدة هكا شعبية بين الأصدقاء وحكم أني نتنقل ونتعامل مع جاليات أخرى شفنا أن اللباس التقليدي غير موجود. Mais pourquoi la tenue traditionnelle algérienne a disparu un petit peu d'Europe et des États-Unis? Pourquoi on le voit pas beaucoup? Est-ce que c'est de la faute aux designers ou parce que les tenues sont chères ou parce que les gens où il n'y a pas de communication? Parce que même les célébrités algériennes peut-être ne portent pas forcément beaucoup la tenue traditionnelle. نعم هي أسباب كثيرة ربما لغلاء ثمن le prix élevé à cause du prix élevé. is very expensive. نعم هو الثمن هو كما احنا نقولوا يجيهم ربما ما يكونش متناول الجميع. ربما هي الإعلام ما راهوش يحط العمل تاعو على اللباس التقليدي الجزائري نقص في المصممات ربما أشياء كثيرة اللي احنا أول حاجة منهم هي يقول لك النساء كي تقول لك أنا يجيني غاني كراكو ولا بلوزة وهرانية ولا جبة قسنطينية تجيني غالية 18 مليون 20 مليون. Madame Sabah, vous travaillez حضرتك بتشتغلي you have a job except نعم مانيش نسمع. حضرتك وهل بتشتغلي؟ est-ce que vous travaillez؟ أنا بعمل نعم في المستشفى نعم أعمل وكذلك أزاول دراسة ورئيسة جمعية شمال إفريقيا هنا ببريطانيا. Vous êtes la présidente de l'association North Africa en Grande-Bretagne et vous consacrez du temps et de l'énergie pour faire connaître la tenue traditionnelle algérienne au monde entier. Pourquoi vous le faites? Pourquoi ça vous tient à cœur? علاش هذا الشيء يعني حاز في نفسك ومهتمة به شخصيا تكرسي له من وقتك ومن مجهود لأننا نعتبر أن اللباس التقليدي هو موروث وتراث يجب المحافظة عليه من أجيال أخرى حتى أولادنا لازم نبينوا لهم هذه. C'est un héritage et qu'on devrait vraiment le protéger de génération en génération. C'est une identité nationale aussi. Vraiment bravo madame. Madame Sabah, ممكن تكلمينا on peut parler de l'événement qui aura lieu le 12 mars. Madame Nadège nous a parlé à Londres. ممكن نعرفوا وين وشكون راح يحضر؟ نعم هذه المبادرة هي بمناسبة عيد المرأة العربية à l'occasion de la fête de la femme مش فقط العربية والجزائرية كل نساء العالم وهي كانت بتنسيق مع جمعية أخرى مجموعة اسمها جمعية محاربة المرض السكري اللي هم معنا كذلك أجانب والهدف منه أن ننسق من الأجانب حتى نعطي لهم هذه النظرة ونوري لهم هذا الموروث وهذا الثقافة المبدعة اللي هو اللباس التقليدي الجزائري
كذلك نشاطات اللي قامت بها المرأة الجزائرية والإنجازات الرائعة خلال العمل تاعها أوائل السنة، سواء كانت امرأة مصممات من كل الميادين المختلفة. وراح تكون معنا مصممة جزائرية كذلك من قسنطينة، لكن للاسف ما تقدرش تحضر هذه المره. وهل يكون راح تعرضوا برك دي توني تراديسيونيل ولا ممكن يكونوا ايتمز يعني other items like رسومات او فخار او اي امور يعني هذه من التراث الجزائري؟ نعم، راح يكون فيها ألبسة تقليدية، راح يكون فيها نوعا جناح مختص بالصناعة التقليدية كما ذكرت الأخت هناء، فخار وكذلك أشياء جد تراثية، نحاس وما يشبه ذلك. Ok, vous allez exposer du cuivre, etc., des objets faits à la main, des produits voilà, de l'artisanat. حيكون هناك حلويات جزائرية. Et des gâteaux. Allez, vous allez nous envoyer des gâteaux avec Madame Nadège, hein? On est des gourmands ici. Send us some sweets from there, please, with Madame Nadège. ما شاء الله. نعم، وحتكون نشاطات للأطفال، حيكون حتى معرض أزياء للأطفال كذلك بتقديم. Il y aura un défilé de mode aussi pour les enfants avec les أيضا بالألبسة التقليدية اللي يلبسوها الأطفال. نعم، حيكون اللباس تقليدي نعم للأطفال الصغار، وتكون هناك أغنية مهداة لكل الأمهات العربية الجزائرية منهم وكل الأمهات. شكرا، سي مانيفيك. شكرا مدام صباح تالي، شكرا لك المداخلة تاعك. مضطرين نقفل الخط. نشكرك جزيلا على المداخلة وعلى كل هذه المعلومات وجود لاك. We wish you good luck مدام. احنا نعطيك الأخت هناء راح يكون تكريم لك خاص على أن احنا عرضناك وأعطينا لك دعوة، لكن ربما لعملك ألو. Naam, shukran. Madame est en train de dire qu'ils m'ont invité, c'est vrai, ils m'ont envoyé une invitation, je devais assister à cet événement, mais j'ai pas pu parce que j'ai d'autres engagements. Et ils vont me rendre hommage, merci beaucoup, ça me touche beaucoup, vraiment. Je savais pas. Vous savez pas qu'on travaille avec une star. Vraiment, shukran. يعني فوق العين والراس تكريم تاعك. الكبير هو لك أختي الفاضلة على كل الدعم اللي قدمتيه للجمعية وكل الجالية الجزائرية حيثما كانت، وشكرا جزيلا. شكرا لكم، انتم رافعين راسنا ويشرفنا انه بنات الجزائر ونساء الجزائر، وهادو هما نساء الجزائر جوستومون، هادو هما نساء الجزائر اللي لازم نحطوا عليهم الضوء. شكرا، بارك الله فيك، وان شاء الله نلتقي في برامج اخرى ويعني في مشاريع اخرى ان شاء الله. وشكرا على التكريم، وبعثوا لي الفيديو ويعني قلبي معكم. شكرا. Have a nice day, madame. Thank you. Ok, مع السلامة. Merci beaucoup. Vous allez me rendre hommage. C'est vrai qu'on m'a invité. J'aurais vraiment aimé pouvoir être là. Oui. Mais ça n'a pas pu se faire. Non, ça n'a pas pu se faire. Oui. Mais vraiment, j'aurais aimé. Est-ce que vous comptez ouvrir une boutique ici? Pour le moment, non. Mais en fait, j'ai ouvert une boutique à Oran. Hein. Voilà, il n'y a pas trop longtemps. Il y a 2 semaines, 2-3 semaines. À Oran, à Plaza Immobilier. C'est connu. Plaza Immobilier, c'est un grand ensemble à Oran, une résidence. Donc, Oran, Plaza Immobilier. On trouve mon magasin. Il y a beaucoup d'immeubles et du coup, je sais pas lequel. Folie Création, ça s'appelle. C'est à côté du rond-point. Oui, pas loin de la résidence d'État. Je crois que c'est une résidence d'État. Non, c'est pas Oui, il y a une résidence d'État et après Plaza Immobilier, c'est le Millénium, le début du Millénium. On tourne à gauche au feu rouge. Et les prix de vos créations, si vous me permettez la question, aux alentours de combien? Justement, oui, entre 150 et 350 €, hein, jusqu'à 400 pour certains quand il y a beaucoup de travail à la main, mais pas plus. C'est 40 000 dinars, 70 000, voilà, non, 80 000. Pas 4 000, non. 80 000, 40 000. Voilà, sachant que tout est fait main. C'est pas cher. Oui, c'est très abordable. Oui, c'est très abordable. Donc moi, je vois ça pour que les femmes portent facilement, sortent avec ça. Vous avez bien raison. Ce soir, j'ai rien à me mettre, je suis invitée, il faut que j'ai envie de je vous dire quelque chose.
je constate que vous le faites parce que vous êtes une passionnée et que c'est pas un business pour vous. Ah non. Vous cherchez pas à faire des bénéfices ou du gain. Non, pas du tout. Alors, je vous dis, je le fais vraiment d'abord pour me faire plaisir. Vous avez bien raison. C'est une passion. Hein. Après d'autres passions, j'en ai 2 autres et ça, c'est la 3e. Disons, je m'y mets. Et je le fais par plaisir, voilà. Je voudrais habiller les femmes, qu'elles s'habillent traditionnelles, mais facilement. Vous pouvez. Justement, moi aussi, j'ai posé la question parce qu'en ce moment, je suis à la recherche d'une couturière. Je vais vous dire. Et c'est une influenceuse très connue. Elle est très suivie. Si vous l'habillez, ça va faire une belle pub, une bonne pub. Tout à fait, avec plaisir. Si je voudrais faire 2 tenues traditionnelles. On parle d'affaires là quand même. Il adore les affaires. Voilà, on parle non, d'affaires. tu n'auras pas ton bénéfice. Mais pourquoi je n'aurai pas? C'est comme ça, c'est entre nous. C'est entre femmes. C'est entre femmes. Regarde, même Panel, ils se mêlent même pas. Alors, j'aurais un autre point à vous. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Que dans mes tenues, il ne faut pas être spécialement mince, avoir la taille fine. Parce que, disons, les belles femmes comme vous, il y en a. Oui, mince, 40, 42, il y en a. Mais 38. Oui, 38, 40, mais les femmes qui sortent souvent, qui ont du temps, qui ont les enfants qui sont grands, elles sont plutôt du 44. Oui, c'est vrai. 46. Genre, voilà. Et mes tenues, la tenue Chewiya, la tenue Kabyle, hein, la tenue des Ouled Nail, hein, que j'ai fait. Par contre, je ne sais pas ce que c'est. Alors, ça même si vous faites du 46, vous êtes à l'aise. Vous sortez avec ça, vous êtes à l'aise, vous êtes belle, vous êtes élégante. Même celles qui ont des poitrines généreuses, etc. Moi, j'ai pensé surtout à ces femmes-là. Oui, c'est vrai. Et les femmes aussi d'un certain âge, pas que les jeunes. Parce que moi, la chose qui m'a en fait poussée à créer des robes comme ça, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement, du temps où je travaillais, où j'étais très prise dans un autre domaine, j'avais pas le temps ni de coudre, j'allais me chercher, je suis invitée ce soir, j'allais me chercher quelque chose à acheter. J'allais à Oran, boulevard des Chasseurs, où il y a peut-être 20 magasins. C'est connu, oui. Je suis nostalgique. Voilà, 20 magasins de robes. C'est la rue des robes traditionnelles. Des robes traditionnelles, des caftans, des ceci. Et puis je trouvais que des robes très chargées, très lourdes, pleines de perles, des caftans qui pesaient 6 kilos. Et je posais la question au marchand, ma foi, il n'y a rien pour moi. Et si on n'est pas jeune marié, on ne s'habille pas. Et bien, il m'a dit oui, si on n'est pas jeune marié, on ne s'habille pas ici. Ah bah non. Ah, alors quoi? J'ai dit non. Il faut qu'une femme, disons, de 40 ans, qui a des fentes généreuses, qui est forte, il faut qu'elle puisse trouver quelque chose quand même. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, vous avez décidé de faire vos robes. Voilà. Tout à fait. J'aime les femmes comme ça. C'était un défi. Je me suis dit, il faut que les femmes trouvent quelque chose. Comment on dit chez nous l'expression les hommes? Ça, c'est les femmes ou les hommes? Les hommes. Les hommes. Mais c'est vrai, des tenues traditionnelles comme ça, faites à la main à ce prix-là, c'est donné. Ben oui, c'est vraiment. Nous, si on pouvait avoir les hommes aussi, pareil, des hommes qui nous font des costumes, etc., pour pas cher dans des sur mesure, ça n'existe pas, ça coûte une fortune. Non, mais je vais vous dire, dans la mesure où c'est modernisé, où c'est allégé en broderie, voilà. En broderie surtout. C'est light. Parce que qu'est-ce qui prend le temps et qui coûte cher? C'est quand vous donnez à une ouvrière qui travaille le fait-là, etc., qui va vous garder la robe pendant 8 mois, 1 an. Ouais, c'est vrai. Après, c'est un casse-tête. Pour, mesdames et messieurs, pour que vous qui ne savez pas encore, les tenues traditionnelles algériennes, par exemple, la mariée, quand elle doit préparer son trousseau de mariage, 2 ans à l'avance minimum, une dizaine de robes en moyenne. Et le mari doit négocier avec son banquier. ou le papa, pas le mari. Généralement, c'est papa, beaucoup plus. Et ben chaque robe, mais coûte excessivement cher et prend énormément de temps, comme elle vient de le préciser, madame, jusqu'à 1 an. Oui. Et chez vous, le temps, c'est combien? Par exemple, si on a envie de faire un caraco ou un caftan? Oui. Disons, moi, je mise surtout sur le prêt-à-porter. Parce que entre le moment où vous commandez quelque chose et vous le faites, peut-être que vous aurez changé de taille, vous aurez grossi un peu, maigri. Si c'est un caraco ajusté, il sera trop serré. Après, si vous avez grossi, ça ne rentre pas. Donc moi, je préfère, chaque tenue, je la fais en 3 exemplaires. Un 42, un 40, 42, 44, au pire un 46, mais pas plus.
Voyez. Donc c'est du prêt-à-porter. J'aime bien qu'une femme, quand elle a envie de sortir, de s'habiller, elle vient chercher quelque chose et elle la trouve. Oui. Parce que commander, attendre, en plus que moi je suis entre la France et l'Algérie, etc. Il faut pouvoir me toucher là-bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Très souvent, en fait, on a envie de commander parce qu'on a envie d'avoir quelque chose de particulier. Voilà, un modèle qui nous représente. Ça peut se faire, bien sûr, si on n'est pas absolument pressé aussi. Oui, voilà. Par exemple, c'est quoi ? C'est 3 mois, 4 mois. Voilà. Oui. 3 mois, un minimum de 3 mois, ça peut se faire. Ça va, c'est pas beaucoup. Non, 3 mois, ça peut se faire. Enfin, on peut pas prendre un an à l'avance pour... Voilà, les trucs d'une année, ça, j'aime pas. Oui, parce que c'est très très long. C'est vraiment long, très très long. Et puis comme vous avez dit, on ne sait pas ce qui se passe si on grossit ou on maigrit entre-temps. On maigrit et puis voilà. Et moi je vous dis, je cherche à alléger. D'ailleurs, si vous voyez ma collection, ce que j'ai fait, je crois que Madame Henna a reçu des photos. Vous avez reçu des photos. De très belles photos. Donc vous avez des modèles, vous avez idée un peu de ce que je fais. Oui. Moi, même un truc comme ça sur mesure, en 15 jours, 20 jours, c'est prêt. Hein. C'est génial. Et oui. Ah oui. Vous êtes sûr que vous allez pas ouvrir au moins 50 boutiques parce qu'il va y avoir de la demande là avec ce que vous faites, là, c'est incroyable. Sûrement pas. Moi je serai la première en tout cas. 50 boutiques sûrement pas. Vous allez crouler sous les demandes, je vous assure. Oui, sincèrement. Sûrement pas. Si j'arrive à ouvrir une boutique à Paris, ce serait bien. Bon, pour les médias, c'est pas dans mes prérogatives. Je pense que vous aurez beaucoup de demandes en Algérie. Hein. Oui, tout à fait. Ça ne sera pas qu'à Oran. Oui, tout à fait. Pour l'Algérie. Dans l'Algérois, on me demande beaucoup de venir dans l'Algérois. Alger, tout ça. Hein. Parce que même des robes qui sont faites par des couturières sur un an, c'est extrêmement difficile parce qu'elles sont surbookées, les couturières. Oui. Elles sont surbookées en Algérie. Merci beaucoup, Madame Nadège. Ce fait un plaisir vraiment de vous recevoir et puis on vous souhaite une bonne chance. Merci à vous aussi. On a hâte de porter vos tenues. Merci à Madame vous aussi. Anani, moi aussi. Amina et moi-même, avec plaisir. Et puis donnez-nous des nouvelles de l'événement. J'espère que tout se passera bien à Londres. Okay. Et merci de faire honneur à l'Algérie. Merci à vous. Merci à vous. Je vais faire passer les pubs pour chiens, pour nourriture d'animaux. Et demain, avec tout le respect que j'ai pour les chiens, je les adore. Et malheureusement. Écoutez bien les auditeurs, les auditrices, 6,5 millions d'enfants meurent de faim par an. D'accord, c'est clair, net et simple. Et le coronavirus a tué dans le monde. Ton coup de gueule, tu me l'as. Alors ça, c'est contagieux. Moi aussi, je suis énervée maintenant. Moi, je suis énervé. Moi, je suis né énervé, donc. Oui, mais moi, ça y est, tu m'énerves, je m'énerve. C'est un DZ. Les DZ entre nous. Alors, Achille, tu nous avais préparé quelque chose avant de passer à l'interview tant attendue. On veut connaître tous les secrets de Tanit Event, les belles choses qu'on voit, les. Ouais, c'est ça. Tu nous as préparé quoi alors ? Je sais pas, une petite surprise. Je vais juste vous demander de vous tourner vers la télévision et de regarder. C'est une petite histoire. Voilà. Donc c'est une petite histoire qui m'a ému. C'est mon top de la semaine. Alors comme vous pouvez constater, c'est un petit jeune garçon qui marchait proche d'une autoroute aux États-Unis et un automobiliste s'est arrêté, l'ayant vu avec des chaussures un petit peu déraillées et il lui a posé des questions le concernant, où est-ce qu'il venait, d'où il venait, qu'est-ce qu'il faisait. Et en fait, bon, je vais vous raconter très rapidement l'histoire. C'est un orphelin qui a été hébergé par un de ses amis. Et en fait, c'est les parents de cet ami lui ont fait comprendre qu'il fallait qu'il parte. Et donc, il a dû quitter le domicile plus vite que prévu, sans affaire en fait. Il a juste pris les premières paires de chaussures qu'il y avait face à lui et il est parti sans téléphone, sans rien du tout, vers un autre ami à lui qui habite dans une autre ville qui est à plus de 30 km, si je ne dis pas de bêtises. Ça se passe aux États-Unis. Et l'automobiliste l'interpelle et lui demande ce qu'il en est, comment ça se fait qu'ils sont habillés comme ça, qu'il n'est rien du tout. Il lui demande un petit peu sa petite histoire. Et vous constaterez aussi durant cette vidéo que cet automobiliste a pris la décision de le faire monter dans sa voiture et d'aller juste derrière. Il y a un magasin de vêtements et il l'a emmené dans ce magasin de vêtements, lui a acheté des vêtements pour qu'il soit beaucoup plus propre, lui a acheté des chaussures à sa taille et lui a payé un billet de bus
pour pouvoir se rendre à l'adresse où il était censé effectivement se rendre, en lui donnant son numéro de téléphone et en lui indiquant que dès lors qu'il arrive sur place, il fallait qu'il l'appelle. Donc il lui a donné de l'argent pour les vêtements, pour son billet de bus, et également pour qu'il puisse acheter un téléphone portable, pour qu'il puisse le joindre et le contacter lors de son arrivée entre bonnes mains dans cette, chez cet autre ami, quoi. C'est magnifique. Donc c'est un petit peu mon top. Alors je vais laisser la vidéo un petit peu tourner pour que les auditeurs et les auditrices qui nous regardent aussi puissent contempler cet acte magnifique. Oh, vous n'allez pas me faire pleurer cette fois-ci. Non, non, mais alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est un très beau geste, bien sûr, de générosité. Non, jamais. Voilà, donc là vous voyez les chaussures. N'empêche que les enfants ne montaient pas dans les voitures des inconnus. Oui. Aussi, c'est bien aussi à préciser. Voilà, donc on voit son petit, la petite période de shopping, etc. Il est tout content, tout ému, et c'est vraiment super intéressant, quoi. C'est qu'il y a encore des gens bons, en fait. Oui, il y a encore des gens bons. Il existe encore des gens bons. Mais il faut être prudent quand même. Hein. C'est ça, mais ça reste quand même un fléau, parce qu'il y a de plus en plus. Il était déjà à la rue. Oui, voilà. S'il y a de plus en plus d'enfants orphelins qui se retrouvent, oui, non. Regarde, il donne de l'argent. Non, mais je veux pas regarder. Mais regarde, il donne de l'argent, il le fait manger, bah oui. et il lui explique, voilà. Comme vous pouvez le constater, acheter un petit téléphone et autres. Mais c'est un acte qui mérite, à mon humble avis, un maximum de lumière. Absolument. Alors, il y en a peut-être beaucoup qui le font, peut-être même autour de cette table-là, sait-on jamais. Oui, mais on n'est pas censé. On n'est pas censé le dire, sait-on jamais, mais au moins, faut le souligner quand même. Il n'y en a pas assez. Ouais. Donc voilà. C'est une histoire très touchante. Merci Achille. Oui, donc de rien. Après, effectivement, qu'est-ce que vous en pensez rapidement de cette histoire? Franchement, c'est très généreux. Ce qui est incroyable, c'est que dans un pays comme les États-Unis, comment un orphelin puisse rester dehors comme ça sans aucune aide. Et on se dit quand même que quoi qu'il arrive, on vit dans un beau pays qui est la France, parce qu'il y a des orphelinats, etc. Comme dans d'autres pays, je suppose, la Tunisie, il y a le Maroc, il y a un peu partout. Mais aux États-Unis, c'est marche ou crève, c'est le cas de le dire. Voilà. Alors Achille, on voit une autre vidéo. C'est ça, exactement. Mais alors ça, c'est mon flop de la semaine. Alors je vous explique, comme vous le savez, c'était comment dirais-je, la journée de la femme ce week-end. Oui. Pas plus tard qu'hier. D'ailleurs, je vous ai tous envoyé un petit message, etc. Une petite attention à ce sujet. J'ai tenté de penser à j'attends toujours le message de mon anniversaire. C'était juste avant-hier. Bon anniversaire. Anniversaire, c'est ça. Exactement. Anniversaire. Joyeux anniversaire, Salma, Tani, Tivan. Joyeux anniversaire. Bien joué. Puis voilà, donc il y a eu tout un tas de manifestations. Il y a eu les Femen qui se sont installés place de la Concorde et qui ont fait comme leur show comme à leur habitude. Et puis moi, ce qui m'a énervé un petit peu, c'est cette petite manifestation féministe qui a eu lieu la veille. C'est une bouche de métro, c'est ça? Une bouche de métro, mais je vais y venir. En fait, c'est une manifestation qui a eu la veille de la journée de la femme. Et lors de cette à la fin de cette manifestation, comme toute manifestation, chacun doit rentrer chez soi. Oui. Parce qu'il y a une heure. Sauf que les manifestantes ont refusé effectivement de rentrer à leur domicile et la police a dû utiliser des moyens un peu abrupte, effectivement, pour pouvoir disperser tout le monde. Et on se retrouve sur cette scène-là, où vous voyez donc les CRS qui sont à l'entrée, effectivement, du métro, et qui bloquent donc la sortie des manifestantes les plus virulentes. Et il y a cette dame-là qui se met devant et qui s'insurge face aux manifestantes. Alors c'est un acte extrêmement fort, et je tiens vraiment à le souligner, pour la simple et bonne raison qu'elle elle se met devant les manifestantes en leur indiquant ça ne sert strictement à rien d'invectiver les policiers, parce que quand il y a le son, vous entendez des chants et des appels à la haine de la police, et elle explique tout simplement que ça ne sert strictement à rien de crier sur les policiers qui sont là
dans leur travail et qui sont là pour les protéger, et que c'est grâce aux impôts de ces manifestants que les policiers et les policières sont présents. Ils ont l'air contents, les policiers derrière moi. Et par rapport à ça, elle est très courageuse, la dame. Elle est très courageuse, et justement, il y a eu tout un fait. On se pose la question, est-ce qu'il y avait des opposants, est-ce qu'il y avait autre, quoi que ce soit. On aimerait bien l'avoir dans notre camp quand on a des conflits. Voilà, donc pour moi, c'est un petit peu le flop, parce que on dit souvent, les féministes et les plus extrémistes disent souvent qu'il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Sauf que, à mon humble avis, on essaye au maximum d'avoir cette égalité. Et quand il y a une manifestation de ce type, les règles sont les mêmes pour tous, qu'on soit un homme ou une femme. Donc, dès lors où une manifestation se termine, chacun doit rentrer chez soi. Et ce n'est pas parce que vous êtes une femme qu'on va vous traiter différemment. Voilà, c'était un petit peu mon petit flop par rapport à ça. Non, mais franchement, c'est très intéressant. Et puis, il y a trop de haine dans ce monde. En France, il y a trop de colère, il y a trop de manifestations, des conflits entre les policiers. On veut juste vivre en paix. En plus, le coronavirus, les choses comme ça, les grèves, en fait. C'est aussi le rythme de vie. J'ai l'impression que c'est toujours en cours tout le temps, qu'on a des journées qui commencent 6h, 7h du matin, qui finissent même minuit. Ouais, c'est ça. Vrai, donc on a un rythme infernal, quoi. C'est ça. Non, faut penser un petit peu à tout le monde. Heureusement qu'on a vous qui nous organisez des événements intéressants pour qu'on puisse découvrir. C'est pour moi aussi. Oui. Alors, Kamel, à toi l'honneur. Mais j'ai pas fait de chronique. Tu m'as dit pas fait de chronique. Pour la dame. Bah non, tu m'as dit qu'il n'y avait rien. Bah voilà. Le mythe. Tu m'as dit que pour la dernière, on faisait rien. On faisait rien. On arrêtait. On arrête quoi? On faisait du silence jusqu'à la fin. On faisait du silence. Non, tu rigoles. Elle a eu peur. J'ai eu peur. Voilà. Elle est morte sur place. Elle s'est dit, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Allez chercher les secours. Faut la réanimer. À la dame. Alors, je vous vois ou je vous tutoie? C'est comme vous souhaitez. Non, c'est plus sympa, on se tutoie. D'accord, ok. Bah, je vais vous tutoyer. Alors, Salma Jardak, vous avez créé la société Tanit Event, c'est ça? Tout à fait. Alors, vous êtes assistante médicale. Exactement. Je ne sais pas si vous l'êtes encore. Je pense que vous l'êtes encore. Mais voilà. C'est en mi-temps. C'est en mi-temps, voilà. Alors, pourquoi je commence par ça? Parce que c'est important de commencer par là. Non pas que je vous ramène à votre statut de femme, hein, pas là, mais c'est important de savoir par rapport à tout ce que vous faites. Et donc, vous êtes maman de 4 enfants. Oui. Ce qui m'a. Ah, machallah. On dirait pas. Oui, non, c'est au niveau du temps. Alors voilà, donc vous avez créé ce concept, c'est surtout pour ramener les artisans de Tunisie, pour promouvoir l'artisanat tunisien à l'étranger. Hein, on en parlait tout à l'heure pour les. Donc voilà, c'est des artistes, des designers, des artisans tunisiens. De toute catégorie. De toute catégorie. Donc vous faites des événements dans des lieux cultes de Paris, hein, parce que c'est quand même des lieux cultes de Paris. Donc pour promouvoir l'artisanat tunisien, hein, ça peut être de l'art, ça va aussi dans la mode, la gastronomie aussi. Hein, c'est la base. Je suis d'accord. Et votre philosophie, hein, c'est vous qui l'avez dit, c'est d'organiser des événements qui rendent hommage à ce pays, donc la Tunisie, et qui permet aux jeunes créateurs tunisiens d'exposer leur savoir-faire et leur créativité au-delà des frontières de la Tunisie. Exactement. C'est vous qui l'avez dit. Oui. Et donc c'est des expositions qui sont 100% tunisiennes, d'accord, où tous les exposants viennent de Tunisie. C'est ça? Exactement. D'accord. Oui. Donc après, il y a quelques exceptions. Il y a aussi des créatrices qui vivent ici à Paris. Hein. Donc, mais essentiellement, en fait, c'est des artisans depuis la Tunisie. Depuis la Tunisie. Et donc c'est pour ça que moi, donc vous avez commencé en 2017. Exactement, en décembre 2017. En 2017. Et comment peut-être. Voilà. J'allais vous poser une question, c'est j'en ai plusieurs bien sûr, mais comment vous est venue l'idée? C'est-à-dire vous êtes maman de 4 enfants, vous travaillez et vous avez, et tout à l'heure ça me faisait rigoler parce que vous parliez, on n'a pas beaucoup de temps et en fin de compte, c'est il y a du boulot derrière. Il y a du boulot derrière parce que vous avez 4 enfants, vous travaillez et en plus vous créez encore des événements, donc le temps. C'est peut-être vous le balayez. ça.
Je sais pas, c'est peut-être ça, être une Tunisienne. La majorité des Tunisiennes, on est un peu dans ce rythme-là. On a l'habitude, même quand j'étais en Tunisie, en fait, j'ai fait des études, on travaille en été, on travaille les vacances. Donc je pense que c'est toute une éducation derrière. Mais aussi, je suis en France depuis 9 ans. Donc, j'ai voulu vraiment, des fois en fait j'entends parler des expositions en Tunisie où j'aime bien acheter un truc, ou entre guillemets j'en ai marre de ramener 2e bagage, 3e bagage, je sais pas quoi, parce que surtout il y a des périodes où j'avais envie d'acheter des trucs, surtout avant été ou avant le mois de Ramadan, donc j'avais envie de ramener pas mal de choses. Donc sur un coup de tête exactement, je dis pourquoi ne pas faire ce genre d'exposition ici à Paris où je vis, où il y a pas mal de Tunisiens, Algériens, Grand Maghreb si on peut dire ça. Donc voilà, et j'ai décidé le lendemain, j'étais dans mon bureau tranquille, j'ai appelé des hôtels pour chercher un petit peu où je peux faire une grande salle. Et aussi j'ai mis dans la tête que vraiment j'avais un objectif bien déterminé, j'ai voulu vraiment avoir un endroit mystérieux, bon, un endroit où vraiment j'ai pas cherché en fait des salles d'exposition essentiellement. Oui, vous avez pas voulu, oui. Non, vraiment j'ai cherché soit un hôtel, soit un endroit. Un lieu atypique. Oui, exactement. Donc voilà, c'était au 1er arrondissement, c'était accessible et voilà. Dont j'ai fait 4 éditions. D'accord. Mais pourquoi le nom de Tanit? Est-ce que c'est un rapport avec quelque chose, Oui, avec Carthage, capitale de la Tunisie avant. Donc ça s'est appelé Tanit. Très bien. Tanit, en fait, on... Revois tes cours d'histoire quand même. Non, mais c'est important. Mais quand je pose des questions, je ne les pose pas pour moi, je les pose pour les auditeurs et les auditrices. Parce que tout le monde n'est pas censé savoir. Moi, quand je travaille sur un sujet, donc je connais tout de A à Z. Donc, mais après, il y a les auditeurs et les auditrices qui ne savent pas forcément. On est là pour leur apprendre des choses. Et c'est symbole en fait de l'amour et tout. Ouais, c'est important. Donc dis-moi, comment choisissez-vous les exposants? Alors, je lance une candidature sur mes réseaux sociaux, sur la page officielle de Tanit Event sur Facebook, sur mon Instagram. Et là, normalement, j'ai toute une liste après, je fais le tri. C'est vrai qu'il y a des exposants où moi j'envoie quelques demandes parce que je veux bien les voir ici. Mais après, je laisse à peu près un mois pour vraiment finir et clôturer ma liste finale. Et après, je passe à l'organisation après. Mais en général, j'ai pas mal de catégories, c'est-à-dire quand je prépare une liste, je dois choisir 4 ou 5 en culinaire, 4, 5, c'est-à-dire que vraiment c'est par période ça. C'est-à-dire ça peut être les culinaires avant le mois de Ramadan plus que les autres catégories et vice-versa. Tout dépend la période, quoi. Oui, c'est en fonction de la période et si ça tombe avant le Ramadan, c'est plus. Mais il faut pas. Vous avez quand même un pourcentage à chaque fois pour pas tomber justement dans une exposition spéciale culinaire ou spéciale mode, etc. Donc vous avez quand même un pourcentage. Vous dites si j'ai invité parce que vous donnez combien d'exposants par combien 20, 30, etc. Vous avez une limite par catégorie ou non en tout une vingtaine. Trentaine, voilà. À l'Institut du monde arabe, dernièrement, c'était plus que 47. 47, wow. Donc ça fait... Ça demande un travail. C'est-à-dire, vous qui travaillez dans un domaine complètement différent, ça, c'est un travail. Les gens font des études pour faire ça et tout. J'avais pas besoin. Je pense que... Non, mais... C'est un don. C'est un don, exactement. C'est un don. C'est exactement ça. Et c'est un don. Et aussi, je veux... comment te dire? Je sais pas est-ce que c'est vraiment le bon terme ou pas. Je veux être stressée tout le temps. Voilà. L'adrénaline. Oui, parce que... Là, c'est incroyable. Ça, moi, quand j'ai pas de stress derrière, je stresse déjà. Parce que j'en ai pas. Voilà. C'est pas moi. Parce qu'il faut savoir que dans ce que vous organisez, c'est-à-dire que vous faites tout de A à Z. Vous déléguez pas. C'est-à-dire que c'est ça. Vous déléguez rien. C'est-à-dire qu'elle fait tout de A à Z. Pour le coup, moi je l'ai vu en personne. Et c'est vrai qu'elle ne délègue pas. Moi aussi, je l'ai vu travailler. Ah ouais. Impressionnant. Impressionnant. Elle délègue pas. De A à Z, de lancement de candidature, faire la liste, ramener la marchandise, organiser avec les créateurs, choisir. Et exigence d'avoir une nouvelle collection spéciale Tanit, quelle que soit la catégorie, quel que soit le créateur, la création et tout ça. Ça vous intéresse pas de briefer, par exemple, s'il y a des personnes intéressées par apprendre le métier d'organisateur d'événements,
de faire une sorte de stage ou lui faire une formation? Oui, après, si vraiment, j'avais quelques demandes en fait par rapport à ça, mais en fait, je suis obligée en fait de suivre aussi derrière. Et là, j'ai peur en fait de tomber dans, je sais pas, j'ai eu peur peut-être. J'ai eu peur parce que d'une part en fait, quand j'ai commencé, j'ai fait 3 éditions en bénévolat. Donc c'est après que j'ai créé une société. Et j'ai pas vraiment des fonds, vous voyez ce que je veux dire. Mais après, bon, mais franchement, peut-être c'est un défaut. Moi, je délègue pas. C'est très très rare. Même en fait, par rapport à ma maison, l'organisation, mon boulot et tout ça. C'est-à-dire que moi, vous êtes radical. Je râle derrière. Ça c'est sûr, mais je fais les choses toute seule. Oui, c'est un défaut, je pense. Mais c'est une qualité. Mais c'est pour ça que j'ai insisté, parce que quand j'ai travaillé sur votre sujet, pour ça que j'ai insisté, parce que même moi je me demandais, je me dis, vous êtes mère de 4 enfants quand même. Comment vous arrivez? Moi je me pose la question. Mais moi, si demain j'avais, même en tant qu'homme, c'est-à-dire même on n'a pas, c'est gérer une vie familiale, avoir un travail et gérer des événements, parce que je sais. Semble. Mais après, là, c'est mes garçons qui m'aident. Là, c'est maintenant, ça y est, je pense que... Vous déléguez? Vous arrivez? Ça, par contre, pour mes garçons, oui. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est en fait c'est pas de déléguer, mais de partager. C'est une responsabilité aussi. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est par rapport à l'éducation d'un enfant, dont j'accepte pas qu'un enfant ou un jeune, un ado, même de 17 ans ou 18 ans, mon fils, et le deuxième 15 ans, il fait rien du tout, il fait toujours le bébé, ça j'accepte pas, je suis très très dure par rapport à ça même. Et je voulais vous dire... Faut la responsabiliser. Exactement, c'est obligé en fait. Après, avec le rythme de vie, avec tout ce qui se passe là, avec les enfants, on a tout, mais vraiment tout. Là, au moins vraiment de faire quelques tâches. Faire des assistés, c'est-à-dire... Exactement, j'insiste toujours derrière et vraiment, je suis très très dure par rapport à ça. Non mais vous avez raison, parce que c'est une richesse pour eux aussi. Ils apprennent des choses, moi etc. Moi c'est comme je dis tout le temps, je dis à mon fils par exemple, moi aussi je suis toute seule ici, j'ai pas de famille, j'ai personne. C'est-à-dire, ok, c'est bon, on s'est grandi ensemble. Là vraiment, on doit partager. Tu es mon fils, tu es mon homme à moi, voilà, là maintenant, vraiment, on doit faire les choses ensemble. Mais vous faites, parce que j'ai vu quand vous aviez fait en 2019 2 événements, mais est-ce que vous avez une ligne directrice, c'est-à-dire en 2019 vous dites j'ai fait 2 événements, en 2020 j'en fais 3, etc. Ou vous dites toujours que 2 événements ou un événement? Pour Paris, on fait toujours 2 événements. 2 événements. Pour Paris, pour l'instant, vraiment, j'ai pas de. Même je suis en train de programmer pour 2021. Et franchement, non, je pense que je vais toujours garder 2 événements par an avant le mois de Ramadan et la période des fêtes, le marché tunisien pour offrir tunisien. C'était ça l'idée à la base, en décembre. Période des fêtes en décembre, voilà. Une très bonne idée. Très bonne idée, oui. Ça a sauvé des. Et pourquoi vous faites que des produits tunisiens? Pourquoi vous n'ouvrez pas ça au Maghreb? Je suis sûre que tu as préparé cette question. Franchement, non, mais il y avait... même pas. Tu vois, même pas. C'est vrai. Je suis resté tunisien, tu vois. Ah non. Pourquoi? Parce qu'on aimerait bien nous aussi voir les produits algériens. En fait, oui. Dernièrement, en fait, j'étais contactée par une Algérienne, en fait, résidente ici à Paris. Elle a un projet. Je trouve que c'est très très sympa et c'est très utile, surtout de ne pas aller au pays pour aller chercher des vêtements. On peut avoir des occasions. Donc elle a tout un atelier ici. Elle fait des pièces en fait magnifiques. Et là, je suis en train de réfléchir vraiment sérieusement pour l'accueillir à Tanit. Et une question, parce que j'en ai beaucoup. Est-ce que le gouvernement tunisien vous aide, que ce soit financièrement ou au niveau de la logistique? Parce que quand même, c'est un acte citoyen ce que vous faites. Ouais. Vous mettez en avant la tradition tunisienne. C'est vrai que l'ambassadeur, ils m'ont contacté pas mal de fois, que vraiment je les invite. Ils sont toujours sur ma liste d'invités d'honneur et tout ça, pour ouverture, aux clôtures et tout ça. Mais franchement, j'ai jamais demandé, c'est moi, j'ai jamais demandé... j'ai jamais demandé en fait de l'aide, non. Et eux aussi, je pense qu'il y a du boulot en Tunisie. Il y a des priorités. Surtout qu'il y a eu un changement de gouvernement avant, qu'il y a eu. Donc peut-être. Même avant, ça s'est pas calmé et du tout. Et j'ai pas vraiment prendre ce risque, franchement, par rapport à ça. Donc c'est pour ça que j'ai même pas pensé de le faire. Est-ce que tu as une idée du nombre de visiteurs que tu reçois chaque? Ça, bien sûr.
sûr, oui. Elle est tellement carrée qu'elle doit compter même à la tranche d'âge, à la le sexe et tout. En Normandie Hôtel, en fait, quand j'étais au premier arrondissement, j'ai pas trouvé un moyen pour compter le nombre de visiteurs. Et là, j'ai laissé mes 4 enfants, un le matin, le midi, l'après-midi, pour avoir un petit peu, surtout les garçons. Vous savez qu'il y a quelque chose qui existe, hein. C'est un clip. Ouais, les clips. Vous le prenez dans la main. Une fois que quelqu'un passe, voilà, une fois que quelqu'un passe dedans, et c'est un clip dans la pièce. Elle a trouvé une solution. Je suis sûre que depuis, elle a trouvé une solution. Après, en fait, j'ai demandé à mon fils et on a rigolé sur ça. Ouais. Et je dis, il y avait un comptoir où j'ai mis quelques trucs à manger et tout pour accueillir les gens. Et j'ai demandé à mon fils, c'est rien du tout. Tu fais juste comme ça avec le stylo. Un trait. Après, c'est toi qui vas où tu barres et moi après je fais. Moi, je vous conseille le clip. Ça vous coûte pas très cher, ça vous fait gagner du temps. Vous avez des pour le penser, ok, je vais. C'est un petit clip. Après, à l'Institut du monde arabe, la dernière édition là en Normandie, à l'Institut du monde arabe, c'était plus facile parce qu'ils ont des capteurs réels. Donc voilà. Après, en fin de chaque journée. Ils m'ont mis une feuille devant moi pour savoir un petit peu et j'étais très très surprise. J'étais vraiment très émue par rapport à ça parce qu'on a fait, c'était le 6, 7 et 8 décembre. Vous vous rappelez très bien, c'était la période noire des grèves. Ça commençait le 5. Ouais. Et bon, vendredi, il y avait moins du monde, ça c'est sûr. Mais samedi et dimanche, en fait, il y avait même le président de l'Institut du monde arabe qui m'a félicité personnellement parce qu'on a fait plus que 1800 visiteurs par jour. Donc, et dimanche, c'était plus que 2000. J'ai vu qu'il y avait des personnalités publiques, soit des politiciens ou c'était qui? Oui. Alors, je tairai le nom de ce politicien qui est un ancien politique. Enfin, il est toujours dans le monde politique, mais. Parce qu'il y a des célébrités qui sont venues aussi. Est-ce que vous les invitez ou ils viennent? J'invite pas mal J'invite, oui. J'ai toute une liste, je prépare une liste, ça c'est sûr. Mais après, en fait, je pense aussi que Tanit, c'est connu. Et après, j'ai l'impression que, par exemple, Anna, à la base, elle était invitée par une autre célébrité que je salue, Hanen Lash. Oui. Donc, voilà. Et c'est comme ça, en fait, ça se passe. Et après, Anna, je sais pas, par rapport à ton expérience, quand tu as visité Tanit. J'ai adoré. En fait, il y a... sans vouloir te jeter des fleurs. J'ai adoré. On devait rester une dizaine de minutes. On est resté 2 heures. Les produits, j'ai fait des achats. J'ai porté même les tenues ici. Et moi, je passe toute la journée debout en train de voir et de faire les rayons et tout. Et vraiment, pendant l'exposition, j'ai même pas envie ni d'aller manger, ni d'aller de se reposer, ni rien du tout. Franchement, tellement il y a du monde, et tellement la cible, même ma cible en fait, même sur mes réseaux sociaux, ça c'est grâce à ça aussi. Hein, franchement, j'ai une cible très 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 forte. Moi, j'avais l'impression d'être partie en Tunisie en l'espace de 2 heures. Et c'était une très très belle parenthèse et franchement, j'ai adoré. Et si vous pouviez faire ça plus souvent. Mais je crois que le plus important dans ce genre d'événement, c'est le choix des exposants. Parce que après, ça devient vite une foire. Une foire mais vraiment, il y avait de tout. Là, c'est vrai, c'est le choix des exposants. Non, mais c'est ça qui est important. Les bijoux, les vêtements, les savons. La qualité des exposants. Handmade. Il y avait vraiment des parfums handmade. Il y avait des accessoires tunisiens, des choses que tu peux pas trouver ici. Ça m'a coûté un bras, moi. Je suis sorti de là, ça m'a coûté un joli petit bras. Mais c'est vrai que la pluralité et la diversité des exposants fait que derrière, ça moi, j'aurais aimé de qualité, quoi. J'aurais aimé qu'il y ait un food truck pour manger le blabbi et les plats traditionnels tunisiens. J'aurais tellement aimé. Quand j'étais en fait au Normandie Hôtel, on a fait ça. On a fait 14h38. Oui, on a fait ça. Il y avait des plats et tout. Mais tu sais, à l'Institut du monde arabe, c'était pas évident du tout avec les grèves et tout. Oui, on a parlé même d'une annulation avant 3 jours, je pense. J'étais à J-3 ou -4. Ils m'ont demandé d'annuler par rapport parce que voilà, pour assurer, c'était difficile pour assurer les personnels, pour assurer par rapport à l'organisation et tout. Et vraiment, j'ai tapé fort par rapport à ça. J'ai dit non, moi j'ai lancé. C'est-à-dire, il n'y a pas de retour, c'est impossible, je le fais pas, quel que soit, et après, alhamdoulilah, franchement, on était à 2000 visiteurs par jour, 1400.
en vous connaissant très peu, ça doit être très difficile de vous faire changer d'avis. Je peux le confirmer, ça. Déterminé. Je te le confirme, ça, oui. Je suis un peu... Voilà, ouais. Un peu algérienne sur les bords. Un peu algérienne à la tunisienne, toi. C'est un mélange encore plus explosif. Il y a une question qui me taraude, c'est comment financez-vous votre société, les expos? Sans rentrer dans les détails, bien sûr, c'est parce que vous n'avez pas d'aide de la Tunisie, etc. Franchement, tellement il n'y a pas de détails par rapport à ça. C'est-à-dire, voilà, je lance leur candidature, après prix de location de la salle, hop, divisé sur tel nombre d'exposants. Il faut avoir un minimum, à chaque fois, je fixe... jusqu'à combien d'exposants je peux y aller. Donc, bien sûr, je laisse un peu de marge. Mais en général, même la marge que je laisse, je fais toujours des choses avec, soit une décoration, soit je ramène quelqu'un, soit... C'est-à-dire que vraiment, je veux toujours avoir le plus. Vous ne faites pas ça pour de l'argent, quoi. C'est vraiment une passion. Une passion, franchement. Voilà. Parce que si on peut parler clairement, franchement, ici, on vit très très bien en France. Il ne manque rien du tout. Après tout, j'ai mon salaire, j'ai mon boulot, j'ai mon mari. Donc, derrière, qui franchement, tu peux lui. Toujours un mari derrière. Voilà, quelle taxe. Donc après les robes pour le mariage, les robes de Madame Nadège qui sont relativement pas très élevées, et puis là encore un mari, etc. Ça coûte cher en fait. Hein. Ah, une femme arabe, ça coûte cher. Voilà. C'est vrai, Madame Nadège. Pas cher. Vous pensez quoi de cette initiative? C'est une femme tunisienne qui organise des événements pour permettre aux... Très bien, c'est très louable comme initiative, et moi j'aimerais qu'elle élargisse ça. Vous avez une nouvelle cliente, une nouvelle exposante. Oui, tout à fait, ce serait avec plaisir. C'est avec un grand plaisir. C'est avec un grand plaisir. Ce serait avec plaisir, oui. C'est avec un grand plaisir, oui. J'ouvre une parenthèse par rapport à ça, en fait. Pour toute candidature, il faut juste m'envoyer un message et une demande. C'est là la caméra. Voilà. Alors, pour toute candidature, merci de m'envoyer un message sur la page officielle de Tanit Events. Vous la trouverez sur Facebook, Tanit Events, avec quelques photos, une brève présentation vraiment pour parler de vos créations ou de votre produit. Et là, je répondrai, comme je vous ai dit, je prépare juste une liste et après je reviendrai, soit c'est accepté ou non. J'aurais bien aimé accepter tout le monde, mais bon. Ou recaler. Recaler un petit peu. Est-ce que tu organises des événements uniquement à Paris ou tu vas par exemple dans le sud, à Marseille? On sait qu'il y a beaucoup d'art. J'ai fait en fait 5 éditions à Paris. 2 à Nice, Marseille, là bientôt, je lancerai pour Marseille, Lyon, très prochainement, c'était prévu en fait ce mois de mars, le 14 et le 15, mais malheureusement avec tout ce qui se passe là, j'ai pas pu assurer ça, donc là ça va être décalé pour le mois de novembre. Il y aura Montréal. Ça, c'est Canada. J'allais vous poser la question, est-ce que vous allez exporter dans d'autres pays du monde avec la diaspora? Parce que je pense qu'il y a de la diaspora tunisienne partout. Et vous devez avoir de la demande. Exactement, on est un peu partout dans le monde. C'est incroyable. Oui, Montréal, bientôt. Là, c'est en exclusivité. Hein. D'accord. En exclusivité pour le Château des Cultures. Et dans les pays arabes, en Égypte, etc. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire ou... Pour moi, non, parce que à la base, je vais vous dire ça clairement, moi, le concept à la base, c'est essentiellement, franchement, pour les Tunisiens à l'étranger et la communauté maghrébine ici. Mais après, j'avais reçu en fait quelques propositions de l'Égypte et tout, mais en fait je veux pas de partenariat, je veux pas de faire de collaboration. Moi je veux garder Tanit pour moi, c'est mon petit bébé, c'est mon petit projet. Je veux pas faire de partenariat par rapport à ça. Je sais pas, peut-être pas pour l'instant en tout cas. Mais... pas de partenariat. Coria, c'est elle est prête pour diriger le monde. Ah oui, ça, alors,
Si vous avez d'autres questions sur Tanit, non, allez-y, parce que moi, si tu permets, moi je vais terminer comme je termine toujours par le questionnaire de Proust. Vas-y. Donc c'est un peu pour. Les prochains camps, juste avant de commencer. Oui, les prochains événements. Alors, on revient au premier arrondissement le 18 et le 19 avril pour un Tanit spécial Ramadan. C'est le week-end juste avant le mois de Ramadan. Sera au Normandie Hôtel Paris 1er. Premier arrondissement le 18 et le 19. C'est un samedi et dimanche Tanit spécial culinaire. Voilà. Et art de table. Anna, tu vas te régaler. Hein. Je vais faire le cours surtout pour Ramadan. Et pourquoi? J'espère qu'à cet événement, moi, je pourrai venir manger parce qu'il y a mon anniversaire qui tombe. Là, promis. Une tarte avec de la harissa. Je vais préparer une table rien que pour toi. Promis. Oh là là. Merci au moins de. Encore plus de travail pour elle. C'est ça. Et par contre, Annabelle. C'est un film d'horreur, Annabelle. Voilà. J'en dirai pas plus. Oui, c'est à cause de harissa, la tarte de harissa. Il fallait pas qu'on lui apprenne l'arabe. Non, il faut comprendre, tu vois, donc faut pas... C'est pas la bonne idée, je pense. Et à l'Institut du monde arabe, est-ce que tu prévois de refaire un événement là-bas? Oui, sera en fait pour la saison hivernale de Tanit, novembre-décembre. Donc il y aura Lyon, Paris, ici l'Institut du monde arabe et Montréal. Ça c'est pour novembre et décembre. Bravo. Parce que là, franchement, parce que oui, j'ai réservé moi l'Institut du monde arabe pour ce mois d'avril, mais par rapport à ce qui se passe là, donc c'était pas évident. Je dis, il vaut mieux garder la date et le refaire à l'hôtel au premier arrondissement, mieux que de avec moins d'exposants, moins d'exposants et moins de visiteurs surtout. Moins de visiteurs, parce que voilà. Vous pouvez inviter des chefs de cuisiniers tunisiens, pourquoi pas, pour faire des petits démonstrations. Je vais pour l'animation. Moi, je vous donne des ça, je vais le faire, mais sera à Sfax, c'est ma ville natale en Tunisie en fait. Voilà, ce sera une première expérience pour moi. Je serai une chroniqueuse radio bientôt, le mois de Ramadan. Toi, tu seras chroniqueuse? Tu es sur quelle radio? Radio, ça s'appelle Diben FM. C'est une radio écoutée en fait à Sfax. Ma ville natale. Et ici, basée ici à Paris? Non, pas du tout. En fait, je pars pour un mois à Sfax. Félicitations. Merci. Encore heureux que c'est là-bas. Tu reviendras, viens un peu travailler avec parce que encore heureux que c'est là-bas, parce que si c'était ici, j'aurais coupé le micro, on arrête tout, on boucle la maison. Mais on peut faire quelque chose comme ça, mais franchement. On parle pas business. On parlera là, on laisse pour après ça. Kamel. Alors, le questionnaire de Proust, c'est un questionnaire que vous connaissez, je pense. C'est le questionnaire, c'est surtout sur vos traits de personnalité, sur les traits de personnalité des invités. Donc je vais commencer. Il n'y a aucune question piégeuse. Je vois, vous me regardez avec vos yeux, là, vous me dites qu'est-ce qu'il va me dire. Non, il y a aucune, oui, j'attends. Alors, quel est le principal trait de votre caractère? Bonne question. On l'a, moi je l'ai un peu. Nous on l'a compris, le trait de son caractère. Franchement, je sais pas. Faut répondre vite normalement. Oui, il faut répondre vite. Sans réfléchir. C'est vrai? Oui. Ouais. J'ai pas le droit en fait de. Si, un petit peu de réfléchir, mais là ça fait quand même 10 minutes qu'on attend. Quand même, pas 10 minutes. Franchement, je sais pas. Non, je passe. Votre trait de caractère, vous l'avez quand même. Elle entreprenante. Qu'elle aime. Voilà, elle est tenace, c'est battante. Moi, je dirais la ténacité. Je suis fonceuse. Voilà. Ténacité. Je suis fonceuse. Madame Nada, j'ai répondu à votre question. Ténacité. Voilà. Bravo. Bon. Moi, je suis. Votre principal défaut. Vous n'êtes pas obligé de nous dire la vérité. Non, c'est la vérité. Non, je dis la vérité. Tu veux garder le contrôle surtout. Je m'énerve vite fait. Quoi. Ah oui? Ouais. Nerveuse. Je suis très nerveuse. C'est vrai? C'est pour ça que t'as trouvé une je gère, c'est vrai, mais je m'énerve rapidement. Ah, d'accord. Ah oui. Ça me fait peur. Hein. J'ai rien. Trouvé ta version. Non, mais après, vraiment, je me contrôle. Vous êtes sûr? Au fond, oui, je me contrôle très bien. Oui, ça c'est très bien. Important, ça c'est un point où je peux vraiment. Mais au fond de moi, quand je m'énerve, c'est la cata. La qualité que vous préférez chez une femme?
Son grand cœur. Son grand cœur. La qualité que vous préférez chez un homme? Son portefeuille. Oui, ouais. Bon, je sais pas. Tu peux tout dépend d'un homme à l'autre. La générosité, je sais pas, il y a plein de choses, non? Pas forcément. Non, mais générosité, la loyauté. La loyauté, etc. Tout dépend. Ça, je peux pas. Tout dépend d'un homme à l'autre. Ça dépend. Non, ça, je peux pas répondre. Je peux parler de mon mari, oui, peut-être. Non, mais quand je dis homme, c'est pas un homme spécialement. Vous voyez, ça peut être par exemple, c'est générique. C'est-à-dire moi, ce qu'on aime, la qualité chez quelqu'un, c'est voilà, généreux. Voilà, si on peut dire, si on peut parler en général. Voilà, c'est pas une question personnelle. Votre couleur préférée? Rose. Oh, les Maxime collègues. Vos occupations préférées? Tanit Event. Rester toujours avec. Je m'en occupe de mes enfants. Je reste toujours avec mes enfants. Je fais pas de sport. Tant que j'ai quelques temps, c'est sacré pour mes enfants. D'accord. Votre principale qualité? Vous en avez beaucoup, je suppose, mais au moins une principale. Si on parle de qualité, fonceuse. Fonceuse. Aussi. La fleur que vous aimez? Tulipe. Moi, j'aurais dit la rose. Parce que vous êtes un peu piquante. C'est bien joué ça. Votre rêve de bonheur? Rêve de bonheur. Je sais pas, c'est très vaste ça. C'est très vaste. Les enfants heureux. Voilà, oui, de toute façon, ça se peut, vous l'avez réalisé, hein, vos enfants, votre société. Voilà. Exactement, c'est surtout mes enfants. Ce que vous détestez par-dessus tout? Délégué. Je sais pas si c'est la bonne réponse ou pas, mais on peut se dire trahison. Voilà, oui, bien sûr, c'est ça, la trahison. La trahison, Vous détestez, vous avez raison. On déteste tous. Le don de la nature que vous voudriez avoir? Ah, voler. Bon, c'est incroyable, hein, moi. Je le ressens tellement. Moi aussi, c'est voler. Tout le monde veut voler. L'être humain veut voler, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est la première chose dont on peut l'avoir en tête là. Et je vais aller dans votre sens. L'oiseau que vous préférez? Ah, je connais même pas. C'est quoi en français? C'est quoi en arabe? C'est quoi en arabe? Ça ressemble au perroquet. Mais je sais pas. Mais les plus petits. Ah, la perruche. La perruche, voilà, c'est ça, la perruche, ouais. Et vous savez, la particularité des perruches, c'est qu'ils ne peuvent vivre qu'en couple. Si vous séparez une perruche, si la perruche fait ça. Voilà, si la perruche femelle meurt, la perruche mâle meurt. Exactement. Oui, ils ne peuvent vivre qu'en couple. C'est celui-là. Bah voilà, c'est vrai. Avec je termine sur une dernière question. Vas-y, pas le temps. Votre devise. Bon, là, je l'ai dit tout à l'heure, mais vos devises dans la vie en règle générale. La force. Je sais pas si. Oui, non, mais allez-y, c'est vous. Hein, c'est ce que vous êtes convaincu. Votre devise. Aller droit devant. Aller droit devant et surtout prendre le risque. Toujours avancer, avoir un objectif, prendre le risque et foncer. Voilà. Parfait, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Vraiment, on a adoré découvrir votre personnalité, ta personnalité. Très intéressante. Et merci Madame Nadège. Elle m'a fait tellement peur que j'ai posé la tutoyer. Ah ouais. Oui, pour une fois, ça a trouvé. Elle a dit que tu peux tutoyer, là vous voyez. Il a paniqué. Oui. Merci Madame Nadège. Folie. Merci. Bonne chance pour l'événement auquel vous allez assister à Londres le 12 mars. Oui, c'est ça. Bon courage. Quand vous reviendrez, donnez-nous vos nouvelles. Okay. Merci beaucoup Selma Tanit Event. On vous suivra lors de tous les événements que vous allez organiser. Vraiment, merci pour tout. Je voulais remercier mon équipe qui m'a toujours soutenue, qui a été toujours là depuis le début. Achille en réalisation. Kamel Eitrera. Merci beaucoup. Merci à Madame Anani et merci Amina Sfiat, la délicieuse Amina. Merci à ceux avec qui j'ai commencé le shot des cultures sur IRM.radio. Merci à Monsieur Richard Joffo pour la confiance et de nous avoir donné cette opportunité, de nous avoir appris beaucoup de choses jusqu'à la dernière minute. Et merci à tous les invités qu'on a reçus, à tous les honorables invités, ces honorables personnes qui ont accepté d'accorder leur nom au mien
qui m'ont permis de m'améliorer. Avec eux, c'était vraiment un honneur pour moi, un privilège. J'ai beaucoup de respect pour vous, pour votre travail, pour les messages que vous voulez passer. Je ne veux oublier personne, mais je peux citer des noms. L'actrice Shirin Boutella, sa sœur Senda, Amel Wahbi, la doyenne de la chanson Raïcha Bazawaniya, l'acteur Abdelkader Jiri, Stomy Bugsy, l'artiste David Desclos, Madame de Fontenay, les frères Bogdanov, Hatim Amor, le chanteur marocain, les inqualifiables humoristes, les humoristes et tous les humoristes qu'on a reçus. On a reçu énormément de personnes. Ça fait 1 an que cette expérience, que cette belle aventure... Oui, elle a commencé il y a 1 an et puis on a vécu des moments exceptionnels, des moments inoubliables. J'ai beaucoup de respect pour tous les invités que j'ai reçus et vraiment, je me répète, mais c'était vraiment un honneur pour moi. Et merci aussi aux chroniqueurs avec qui j'ai commencé l'émission. Merci à Clément, merci à Nadia, merci à Bassira. Merci à Marin. Ajar. Merci à Ajar aussi. Merci à tout le monde. On a participé à la création de cette radio. On a mis les toutes premières pierres avec l'aide de Monsieur Richard Joffo et sous sa direction, bien sûr. Et on est honoré à Achille. Et puis, on quitte pas une maison. On en fait partie pour toujours. Ce n'est temporaire. On va voir ce que la vie nous réserve. En tout cas, on est sûr, on espère qu'on la laisse entre de bonnes mains. IRM.radio. Je vous remercie infiniment. Je vous donne rendez-vous dans d'autres projets, sur d'autres supports, avec d'autres personnes. Mais le meilleur reste à venir. Merci. Portez-vous bien.